Mesdames, Messieurs, bienvenue dans notre émission Africa Europa qui est consacrée aujourd'hui à la place de la jeunesse et particulièrement la femme africaine et afro-européenne. Nous échangerons sur son rôle central dans l'émergence de l'Afrique. Alors avec nous aujourd'hui sur le plateau pour en discuter, Mademoiselle Jenny Bosengue, BSG, artiste, influenceuse et ambassadrice humanitaire. Bonjour. Bonjour. Monsieur Charles Goerens, eurodéputé, expert engagé dans les politiques de développement et de coopération. Bonjour. Bonjour. Et alors avec nous en duplex, Monsieur Firmin Edouard Matoko, qui a été pendant 12 ans sous-directeur général de l'UNESCO, chargé de l'Afrique et des relations extérieures. Il est actuellement candidat général de l'UNESCO pour le prochain mandat 2025-2029. Bonjour, Monsieur Matoko. Bonjour. Je vais commencer par vous parce que je sais que vous devez partir. Vous êtes au Sri Lanka pour le moment. Vous avez un agenda très chargé et donc je vous remercie de vous être connecté. Alors, par rapport à la jeunesse et particulièrement la femme africaine et afro-européenne, quelles sont les stratégies mises en place par l'UNESCO dans la transformation du continent et quel est votre projet? D'abord, merci de me donner l'opportunité de participer à cette émission. Malheureusement, je ne serai pas exhaustif pour cause de campagne. Je suis donc au Sri Lanka, à Colombo. Et votre question tombe à propos parce que, juste pour l'histoire, le Sri Lanka est le premier pays à avoir porté à la magistrature suprême une femme en 1960, après la conférence de Bandung et la création des pays non alignés. Donc, aujourd'hui, c'est une autre femme, première ministre, que je vais rencontrer, militante des droits de la femme, de l'éducation, et qui dirige ce pays depuis 6 mois maintenant. Donc, au-delà de l'Afrique, c'est des femmes du monde entier et de leur puissance que je célèbre aussi à travers mon programme électoral, je vais dire. Alors, revenons à l'Afrique. Vous savez que l'UNESCO, depuis 20 ans, a 2 priorités globales. C'est l'Afrique et l'égalité des genres. Et particulièrement toutes les actions en éducation, en sensibilisation pour éduquer les jeunes filles, que ce soit en matière générale que dans les carrières scientifiques, pour faire avancer l'éducation des filles et l'alphabétisation des femmes en Afrique. L'Afrique reste encore le continent qui enregistre le plus grand nombre d'analphabètes, notamment femmes, et aussi des jeunes déscolarisés. On ne va pas revenir sur les statistiques, on les connaît. Ça fait 20 ans qu'on sait que la jeunesse en Afrique croît exponentiellement et représente plus de 50% de la population. On sait très bien que les femmes, on le dit génériquement, représentent la moitié de la population, mais encore plus. Elles ont le fardeau de l'éducation des enfants et dans nos sociétés, encore pour certains traditionnels, le poids de la gestion des affaires familiales, que ce soit dans le travail domestique. Et pour conséquence, les jeunes filles, évidemment, participent à ces travaux. Le projet de l'UNESCO, qui est de longue date, et je vais développer mon propre projet dans ce sens, c'est d'autonomiser un peu plus les femmes à travers l'éducation et l'alphabétisation. Et on ne parle pas seulement d'éducation formelle, on parle d'éducation non formelle ou informelle. Notamment, nous avons, et je continuerai dans ce sens, avec la transformation digitale, nous avons équipé beaucoup de femmes commerçantes à Abidjan, à Dakar. On les a formées aux outils informatiques et elles gèrent leur commerce avec des petits téléphones mobiles, la comptabilité, etc. Ça marche très bien en Afrique. Mais il y a une autre dimension. Il y a une dimension qui va au-delà de l'éducation. Depuis une dizaine d'années, par un contexte international particulier, l'apport des femmes n'est
plus visibles, des femmes africaines notamment, de la société civile, dans un domaine qui est très important et qui a porté des femmes comme Graça Machel au grand jour, des militantes comme Bineta Diop au moment des conflits des années 90. Elle continue de travailler dans l'ombre. Et moi, mon grand projet, c'est de faire un forum global pour les femmes qui travaillent pour la paix à l'UNESCO et rassembler tout ce savoir, rassembler toutes ces femmes et parler de paix, parler de résolution de conflits, de prévention de conflits dans nos sociétés. Et ne pas laisser ces initiatives sur mon leader politique. Merci, Monsieur Matoko. Mademoiselle Jenny, donc votre duo avec la jeune Anaïe vous a propulsé sur la scène internationale. Comment avez-vous vécu cette reconnaissance par Meghan Markle et Hélène DeGeneres? On vous a vu sur les plus grands plateaux de télévision. Déjà, en tant que danseuse qui a grandi en Belgique et qui a étudié ici, je ne m'attendais pas du tout à avoir ce succès fulgurant. J'étais même pas du tout prête. Mais c'est vrai que ça a reflété tout l'amour que je partageais à mes élèves et toute la transmission que je donnais. Parce que moi, en fait, mon truc, ça a toujours été de transmettre mes valeurs africaines, le talent que j'ai par rapport à la danse, partout où j'étais. Et avec tellement d'amour, en abondance. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que naturellement, très naturellement, on a été propulsé dans les médias, dans les télévisions internationales. Et ça a été vraiment un changement de vie. Bien sûr, très très fière, mais c'était un choc quand même. Hein. C'était choquant pour mes parents, ma famille, et voilà. Voilà. Ok, merci. Et Monsieur Goerens, quelle est la position de l'Union européenne vis-à-vis des femmes et de la diaspora africaine dans la coopération intercontinentale? La femme revêt une place de choix dans la coopération avec l'Union européenne. Nous avons un Gender Action Plan qui prévoit donc des standards applicables en matière de promotion du rôle de la femme dans notre coopération. Par exemple, la plupart des actions que mène l'Union européenne dans les pays du Sud, et notamment en Afrique, doivent apporter une contribution à l'égalité genre. Okay. Donc on est à peu près 90%, c'est très bien. Une récente évaluation montre qu'on s'approche de ce but. Moi, ce que je voudrais dire quand même, que ce ne sont pas les textes qui manquent, ni les engagements pris. Il y a aussi un regard à jeter sur des problèmes qui ont longtemps été délaissés. Je pense notamment au mariage de mineurs et de mariages forcés dans les pays en développement. Nous avons notre législation qui interdit le mariage pour les moins de 18 ans. Ce n'est pas le cas dans tous les pays, mais il y a des pays, en Afrique notamment, où l'âge nuptial est très inférieur à 18 ans, en pratique, alors que la loi l'interdit. Alors là, je pose la question de savoir qu'est-ce qu'on va faire. Si la loi l'interdit, on a déjà on a déjà surmonté un premier obstacle, alors on peut très bien, avec le gouvernement en place, décider d'une procédure, d'une stratégie pour réduire le nombre de cas de mariage forcé. C'est juste un exemple. Je cite cet exemple parce que j'avais été à l'initiative d'un rapport au Parlement européen traitant notamment de cette question. Et par ailleurs, tous les textes de l'Union européenne, tous les textes relevant des accords réservent une place prioritaire au rôle de la promotion de la femme. D'ailleurs, moi-même, en tant que ministre de la Coopération et au Développement, je sais que sans la femme, on n'avance guère dans des domaines absolument essentiels comme l'économie, l'éducation, la culture. Donc là, vous prêchez à un convaincu. Jenny, donc vous incarnez la jeunesse, la femme, les industries créatives. La créativité est-elle un levier de transformation pour l'Afrique? Bien sûr. Moi, mon histoire, elle est juste extraordinaire et c'est tout à fait l'exemple et le témoignage de comment est-ce que mon art, mon talent a pu m'élever dans la société. Parce qu'il faut savoir que je suis enfant de réfugiés
de base. Mes parents sont arrivés en Belgique et ils ont fui la guerre au Congo. Et il faut savoir que quand je suis arrivée ici, mes parents ont juste pensé premièrement à avoir un job comme médecin, avocat, tu vois, les jobs clichés. Mais il faut savoir une chose, c'est que quand une femme comme moi, une petite fille à l'époque, qui se dit, moi je veux devenir danseuse, les parents se disent, mais non, on n'a pas souffert autant, on n'a pas fait tout ce voyage pour que tu viennes et devenir danseuse. Donc en fait, il y a toute cette vision qu'on a par rapport à l'art, par rapport à la danse. L'Afrique, en tout cas, je pense, n'investit pas encore assez dans l'art. Et ce qui fait qu'en fait, on ne réalise pas l'impact que ça peut avoir. Parce que toute ma vie aujourd'hui, si je prends la parole ici devant vous, c'est grâce à mon talent. Parce que oui, bien évidemment, j'ai eu accès à l'éducation en Belgique, j'ai eu accès à l'école. Mais il y a ce côté artistique qui me donne une voix aujourd'hui, qui me permet aujourd'hui d'avoir une vraie vitrine, qu'on puisse vraiment me regarder, qu'on puisse m'entendre. Et ça, je le dois vraiment à la danse. Et je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas négliger la musique, il ne faut pas négliger toutes les formes d'art, en fait, toute la créativité qu'on a, parce que j'utilise aujourd'hui ceci pour, par exemple, être ici sympathisante du premier plan pour l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, ce qui me tient énormément à cœur. Et ici, on est presque sur 1 an de collaboration avec cette agence. Et je défends énormément les droits des réfugiés, leur situation, parce que je trouve qu'aujourd'hui, il est important d'utiliser sa plateforme, mes réseaux sociaux, parce que je pense que je suis assez exposée, j'ai une grosse plateforme, pour parler des choses aussi, on va dire, je pense, qui sont très, très... les gens peuvent... C'est la réalité, en fait, c'est très réaliste. Parce que moi, je suis dans le divertissement, mais en même temps, je vis des choses actuelles. Je suis dans une société où le monde, il change, le monde, il est transformé. Et ne pas prendre la parole, ne pas toucher la génération qui me regarde, je trouve que c'est très compliqué. Donc, à un moment donné, j'ai dû me dire, écoute, on va utiliser toute cette vitrine, toute cette plateforme pour pouvoir aussi parler. Et donc, du coup, équilibrer entre la prise de parole, le divertissement. Mais je dois tout ça vraiment au fait que j'ai poussé mon art très loin et que j'ai cru en moi, parce que j'ai pas vécu dans un environnement où on a cru en l'art. J'ai dû vraiment battre beaucoup de clichés, affronter beaucoup de jugements, beaucoup parfois de moqueries même, hein, parce qu'on se dit, mais en fait, qu'est-ce que tu fous à danser avec des petits enfants à la rue? Et arrivé à ce stade-là, tu te dis, bah oui, j'ai fait quelque chose de nouveau, d'innovant. Et il faut continuer à inspirer. Et je pense que c'est pour moi l'héritage que je laisserais derrière moi, ce serait laisser le fait qu'on peut être danseuse, on peut prendre la parole, on peut être ambassadrice, on ne doit pas se limiter au fait que l'art, ça sert juste au divertissement. Donc voilà. Alors, Monsieur Goerens, déjà, quelles sont vos impressions par rapport au témoignage de Mademoiselle Jenny? Alors moi, je crois qu'il faut avoir une vision plus large de la coopération au développement. Moi, je suis homme politique engagé dans la promotion de la coopération au développement. Oui. Et pour moi, la coopération au développement, c'est quoi? Le développement, c'est quoi? Ce n'est pas seulement le développement de la personne humaine au plan physique, c'est aussi au plan mental. Il faut arriver à promouvoir des disciplines susceptibles de transcender le quotidien qui est souvent triste. Donc, les gens ont des attentes. Et de ce point de vue, la littérature, la promotion de la littérature, la promotion des arts, la promotion de la musique, c'est non seulement essentiel pour le développement humain, mais ça a aussi une connotation économique évidente. Et il faut promouvoir toutes ces disciplines. C'est la raison pour laquelle il faut dire le développement, ce n'est pas seulement le transfert de capital d'un continent à un autre avec l'espoir de voir ce capital se fructifier. Non. Toute action menée dans le cadre du développement doit servir le développement humain. Nous avons le Global Gateway au Parlement européen. C'est très bien. On va promouvoir des investissements dans le secteur industriel. Mais ça n'a pas de sens d'un point de vue développement s'il n'y a pas de lien avec le développement humain. Donc les retombées économiques qui vont être le résultat de cet investissement, ils vont pouvoir et devoir
financer aussi les activités auxquelles je viens de faire référence. Par exemple, le Global Gateway peut soutenir les femmes et les jeunes dans ces initiatives, Oui, dans les initiatives c'est un peu plus culturelles. compliqué. Si l'Union européenne s'engage dans une coopération de ce genre, ça contribue, c'est parmi les principaux objectifs, à améliorer la connectivité dans les pays partenaires. Très bien. Encore une fois, si ça n'a qu'une connotation purement matérielle, si ça dégage des bénéfices, la question est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. L'économie est la servante de nos sociétés. Alors, dans nos partenariats, nous devons convaincre notre partenaire que l'argent versé, que l'investissement décidé, que l'investissement réalisé doit avoir une finalité de développement humain. Ça, c'est ma conception. Je ne dirais pas que je suis isolé dans cette maison, mais il y a une partie grandissante de collègues qui n'acceptent plus cette lecture de la situation. Ce que j'ai dit maintenant, c'est partagé par le groupe SND, les socialistes, les Verts, la gauche, mais sur l'échiquier de droite, c'est moins évident de pouvoir faire passer ce message. C'est bien dommage. Okay. Mademoiselle Jenny, comment alliez-vous l'art, l'influence, l'engagement humanitaire, notamment avec le HCR? Je me suis toujours souciée de mon pays d'origine qui est le Congo, la République démocratique du Congo. J'ai toujours compris, j'étais, au-delà d'avoir de la chance, au-delà de la chance, je pense que j'étais même carrément privilégiée de grandir ici en Europe, en sachant, en ayant conscience des atrocités qui sévissent parfois dans mon pays d'origine. Je me suis toujours souciée en fait de ça en faisant des voyages très, très jeunes déjà, en faisant des voyages de moi-même, hein, bien avant d'être engagée avec l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. J'ai toujours fait ça, j'ai toujours eu un souci et je pense qu'il m'a fallu du temps parce qu'au tout début, j'ai commencé ma carrière en me concentrant que sur mon talent, sur l'exposition que ça avait, sur l'engouement. Mais ça m'a pris 2-3 ans quand même pour me dire, OK, maintenant ça suffit, il faut balancer, il faut équilibrer. Il faut que je sois femme, il faut que je sois une femme et que je puisse exprimer mon opinion à travers la danse, mais aussi à travers ma parole, parce que j'ai eu la chance d'avoir de l'éducation, j'ai la chance de pouvoir m'exprimer et d'être une voix pour les sans-voix, en fait, pour les personnes qui ont besoin d'amplifier leur voix. Et je pense que c'est très important d'équilibrer parce qu'on est dans un monde où c'est de la consommation rapide. On connaît TikTok, Instagram. La nouvelle génération aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle se perd un peu avec le surplus d'informations. Et finalement, ils ne sont pas forcément orientés vers ce qui compte vraiment. Parce que je dirais ils pensent souvent, les jeunes, que tout est accessible sur Internet. Mais il y a un travail à faire hors caméra. Il y a un vrai travail à faire humain. Il y a une vraie prise de conscience à avoir. Et le futur de ce monde va être entre les mains de la nouvelle génération. Voilà. Et je pense que c'est eux qu'il faut absolument toucher maintenant, mais de la bonne manière. Et il faut des ambassadeurs, il faut des gens comme moi qui doivent... qui doivent sacrifier une partie de leur carrière à aussi prendre la parole. Ce n'est pas un sacrifice, ça me fait vraiment plaisir, mais il faut le faire. Et je pense que tous ceux qui ont eu autant de visibilité, c'est important. C'est important de parler. Monsieur Goerens, comment renforcer des coopérations équitables dans le secteur culturel, technologique ou éducatif pour éviter les schémas de dépendance? Encore une fois, il faut... accepter ou faire accréditer l'idée que la culture, c'est aussi important que l'économie. Oui. Ouais. Moi, je reste attaché à une définition qu'a donnée André Malraux de la culture. Pour lui, la culture, c'est ce qui permet de transformer une journée de travail en une journée de vie. Exactement. Alors les gens, les jeunes, les femmes, tout le monde aspire à la vie, ce qui nous permet de nous transcender. Ouais. Donc nous avons un intérêt. Vos pays ont un intérêt à ce que ces coopérations se fassent. Je prends un exemple. La plupart des langues parlées en Afrique, les langues officielles, sont des langues qui sont aussi parlées en Europe. Oui. Lorsque un témoignage écrit par un auteur ou une auteure africain ou africaine nous parvient, c'est notre langue, l'une de nos langues qui s'enrichit au passage de cette expérience. Je crois que ça, c'est absolument indispensable. Nous avons des récits, bien entendu, qui
nous sont donnés par des Européens qui ont été sur place, c'est moins riche. Parce que l'autre, c'est authentique. Alors cette authenticité dans les échanges, tout en ayant un véhicule commun, une langue qui nous permet de nous comprendre, ça c'est fascinant. Il faut encourager tout ça. S'agissant notamment de l'éloignement du continent africain de l'Union européenne, ce qui semble malheureusement être le cas à l'heure actuelle, je crois que ce n'est pas soutenable, ce n'est pas durable, parce que ces liens culturels, ces liens linguistiques qui existent, je crois qu'ils ne peuvent pas être ignorés par ceux qui essayent de prendre de l'influence sur le continent africain. Donc je crois qu'il y a là une complicité à vouloir maintenir et, le cas échéant, à développer davantage. Pour moi, ça c'est essentiel. Et tout le reste coule de source. Saint-Exupéry a dit, si vous voulez construire un bateau, vous pouvez avoir des ingénieurs, vous avez besoin de bois, vous avez besoin de ci, de ça. Ce qui importe, c'est le goût de la mer. Alors, le goût de la mer, je crois qu'autour de cette table, tous les trois, nous avons ce goût de la mer. Alors, faisons en sorte que les coopérations en tiennent compte. Et parmi eux, il y a des acteurs culturels. Moi, j'ai toujours, dans ma fonction de ministre de la coopération, engagé des activistes au plan culturel et qui ont permis de faire des échanges aussi bien chez nous qu'en Afrique. Je crois que c'est la voie à suivre. Et la société civile peut apporter énormément de choses dans ce cas. Le rôle du politique, c'est de lui permettre de créer un environnement dans lequel ces expériences peuvent s'éclore. Moi, je vais vous couper. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait plus encourager le fait d'entendre, d'écouter, pas forcément des artistes, mais des personnes qui sont vraiment concernées par les problématiques en fait, que vous traitez par exemple, quand on parle de l'Afrique, est-ce qu'on ne pourrait pas plus entendre les Africains, la jeunesse africaine, par exemple? Moi, je suis la jeunesse de la diaspora, mais je pense qu'il y a d'autres voix aussi à entendre. Et je pense qu'il faut aussi... Parce que les entendre, ce n'est pas facile. C'est aussi une chose qu'il faut aider, qu'il faut soutenir pour faire en sorte que ces gens puissent prendre la parole. Et quand on parle d'art aussi, de langue, c'est des choses qui fédèrent. Et je pense que via la danse, moi, j'arrive à faire passer des messages, parfois même sans parler, et j'arrive à réunir des gens en toute diversité, vraiment, on ne s'en rend même pas compte. Et j'arrive aussi à faire passer des messages de solidarité. Par exemple, là, j'ai fait un challenge de danse qui s'appelle le Dance for Refugees avec l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Et ce challenge de danse, on n'a pas forcément parlé, mais le fait que les gens participer à ce challenge, ça a fait qu'en fait les gens ont été sensibilisés et on a même pu récolter des fonds. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que vous avez totalement raison, c'est pas du tout négligeable, mais il faut vraiment se battre pour encourager et soutenir et financer. Et bien évidemment, ce genre d'initiative n'est pas forcément avec la politique ou autre. Je pense qu'il faut vraiment mettre un pied dans la culture. Voilà. Comment l'Europe peut, par rapport à ce que mademoiselle Jenny dit, l'Europe peut faire beaucoup de choses. Hein. Dans le cadre législatif que nous avons, dans le cadre des accords, nous avons des principes. Et ces principes peuvent être déclinés aussi bien au niveau bilatéral de coopération entre l'Union européenne et l'Afrique, mais surtout dans le domaine culturel au niveau des ONG. Au niveau des ONG africaines, avant tout, il faut que les ONG africaines reçoivent les moyens pour s'articuler et pour devenir des partenaires d'ONG européennes. Ce n'est pas aux ONG européennes d'aller là porter la bonne nouvelle, c'est aux ONG européennes, grâce au financement public aussi, de permettre des coopérations qui puissent se mettre en place à tous les niveaux. Alors prenons la vie normale des gens. Vous avez des écoles, vous avez des universités, là il faut promouvoir des échanges. Oui. Vous avez des artistes, vous avez des gens qui ont du talent, vous avez des gens qui veulent les écouter. Mais il faut créer des sociétés de droits d'auteur. Il faut que la créativité soit rémunérée. Vous avez le problème au niveau des gens qui fuient leur pays par nécessité ou parce qu'ils sont menacés de mort, de viol, ou parce qu'ils fuient tout simplement la guerre. Oui. Alors ils se trouvent dans une zone de laquelle peu de gens ne sortent indemnes. Il y en a beaucoup qui meurent. Et là, il faut que les Nations Unies soient présentes. Il faut que le haut commissariat des réfugiés soit présent pour faire en sorte que les enfants qui souffrent et dont on est en train de détruire le monde des rêves, qu'ils aient accès aussi à la culture.
j'ai remarqué ça quand j'étais à la coopération au Kosovo. Les gens qui n'avaient rien, des enfants qui étaient partis avec leurs parents, qui étaient dans un camp parce qu'ils étaient menacés de mort, parce qu'ils étaient en proie aux tentatives racistes, etc. Alors, il y avait un programme spécial d'une ONG française qui donnait un éveil à la culture et à l'éducation. Et ces enfants avaient l'air heureux, même dans des situations les plus difficiles. Bien sûr, c'est de la Donc, je crois résilience. qu'il faut articuler notre offre culturelle à toutes ces situations. Ouais. Il faut être flexible, mais ferme sur les principes. Et nous avons pratiquement tous dans nos constitutions la phrase suivante la dignité humaine doit être respectée. On ne dit pas la dignité de l'Allemand, la dignité du Luxembourgeois, la dignité de l'Européen, la dignité humaine, la dignité de tous. Et là où on doit s'activer le plus, c'est là où il y a le plus de problèmes. Ouais, et je trouve que là, on est quand même fort absent. Justement, M. Matoko est parti. L'Europe pourrait-elle coopérer, par exemple, avec l'UNESCO pour rattraper le retard numérique et ne pas aggraver les inégalités? D'abord, encore une fois, je reviens au Global Gateway. Le Global Gateway est notamment a pour mission de mettre fin à cette absence de connectivité. Et donc, il faut améliorer la connectivité. Donc, ça va tout droit dans la question que vous posez. Il faut faire ça, bien entendu. Mais nous pouvons apprendre un tas de choses des Africains. Les Africains dans le domaine du paiement, c'est avec vos téléphones portables que vous arrivez à le faire. Et Orange nous, Money. on est en train, la Banque Centrale Européenne est en train de créer l'euro digital. Ouais. Mais ça s'inspire en fait C'est une d'une inspiration, bien pratique sûr, qui a fait sûr. ses preuves en Afrique depuis une vingtaine d'années. Alors je crois qu'il y a des échanges à faire. Nous pouvons, encore une fois, apprendre un tas de choses des Africains et de la diaspora. Et moi, j'ai toujours vécu ça comme un enrichissement auquel personne n'aurait intérêt à renoncer. Mademoiselle Jenny, comment les jeunes peuvent, justement vous parler des réseaux sociaux, et comment les jeunes peuvent-ils créer des nouveaux récits africains et interagir avec le HCR dont vous êtes ambassadrice? Bien évidemment, les jeunes ils peuvent interagir si on parle de digital. Mais donc on sait qu'aujourd'hui il y a l'IA, mais en Afrique et même tous les réseaux ne sont pas accessibles. Donc vous parlez d'échanges, mais c'est vraiment important aujourd'hui si on va dire la technologie évolue et qu'elle n'évolue pas avec l'Afrique, c'est très compliqué pour eux de suivre en fait la vitesse à laquelle ça évolue. L'IA va tellement très vite. Et je sais que ce n'est pas encore bien en place en Afrique et que je pense qu'il faut le rendre accessible partout en Afrique et pas juste dans les grandes villes aussi. Ça, c'est très important parce que du coup, les gens ne peuvent pas évoluer en même temps que la technologie et donc du coup, on ne peut pas créer de récits, on ne peut pas forcément s'exprimer parce que savoir qu'aujourd'hui, vous me demandiez comment est-ce qu'avec le HCR, on peut créer, bien sûr qu'on peut créer plein de choses. Moi, ce que j'imagine personnellement, en termes de création, c'est d'avoir vraiment, ces colloques avec plein de femmes de la diaspora et on fait, on va dire, une sorte d'échange. Donc on fait ça. Je dirais plutôt internship, genre immersion, tu vois. Donc vraiment, comme moi, je l'ai fait de mes propres moyens, mais c'est vraiment faire des voyages en Afrique, pour les Africains, des voyages en Europe, et c'est des programmes, on fait des programmes d'échange, des programmes d'études, parce qu'il y a l'éducation européenne, mais l'éducation africaine aussi, qui est très importante et très enrichissante. Et je pense échanger les deux, ça peut être très, très enrichissant, très fort, et ça peut totalement changer le monde, la vision des femmes dans le monde, parce que moi, quand je me présente à une autre femme qui a grandi en Afrique, elle est très choquée par mon train de vie. Elle se dit, par exemple, mais attends, toi, t'es pas encore mariée, par exemple, c'est des bêtes questions, mais ça choque. Ça choque énormément qu'une femme comme moi soit aussi je dirais même pas libre, parce que pour une femme en Afrique, elle se sent libre aussi. Mais c'est la vision, c'est l'éducation, c'est beaucoup de choses. Et il y a une manière, en fait,
d'échanger par rapport à ces choses et une compréhension qui ne se fait pas correctement parce qu'il n'y a pas assez d'échanges culturels entre ces deux sociétés, je dirais. Et donc, en gros, je peux choquer, tout en étant congolaise aussi, mais je peux choquer une autre congolaise. Parce qu'elle va se dire, mais c'est pas normal ce qu'elle fait, tu vois. Ok. Voilà. Justement, en parlant de l'IA, quels sont les risques pour l'Afrique si elle reste exclue de la révolution numérique? Ouais. Comment inclure, comme le dit... Il faut l'inclure. Voilà, Jenny, les femmes, les jeunes, les créateurs. Je ne crois pas qu'elle va rester exclue du numérique. Mais il y a un Encore risque. risque, il y a aussi un fossé numérique en Europe. Hein. Oui. Entre ma génération et les jeunes, il y a un gouffre. Il y a un fossé. Il y a un fossé. Il y a des gens de ma génération qui ne savent plus comment ils peuvent entrer dans un parking, parce que même avec des procédures qui semblent anodines ou Tout très est sans faciles. contact, tout Voilà. est... Oui. Donc il y a là, je voulais insister sur ce point. Et en Afrique, pour les vieux, c'est pas évident. Avec la communication qui a quand même pris un sacré envol, aussi via Internet, Ouais. les jeunes n'ont plus besoin des vieux pour la transmission du savoir. C'est vrai. Dans le temps, un auteur comme Mapateba disait « En Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. » Mais par contre, je suis désolée, mais je ne trouve pas. On a toujours besoin, parce qu'il y a la version, il y a l'histoire, bien sûr, digitale, Oui. mais ce n'est pas la même chose que d'avoir en face de soi une vraie, comme vous avez dit, une vraie histoire, un être humain qui t'explique son ressenti, parce qu'aujourd'hui, on digitalise beaucoup trop les choses, mais il y a le côté humain, et ça a Oui, beaucoup plus d'impact. ça c'est vrai. aussi. Mais à l'époque, c'était la seule source d'information. C'est vrai. Aujourd'hui, ces sources se sont diversifiées et donc les vieux peuvent se sentir un peu délaissés. C'est ça mon souci. Ouais. Moi, je crois qu'il faut leur offrir un cadre propice à l'éclosion d'initiatives. Il faut que tout nous invite à développer des initiatives. Enfin, je vois aussi des grandes tendances qui peuvent promouvoir ce processus. En Afrique, le commerce se développe. Ouais. Il y a un commerce à l'échelle continentale, une zone libre-échange à l'échelle continentale. Donc, il y aura beaucoup plus d'échanges. Avec les produits circulent les personnes, avec les personnes circulent les idées. Il y a là un enrichissement au frottement des cultures. Il y a aussi une grande diversité culturelle en Afrique. Chacun peut apprendre beaucoup de choses de l'autre et vice-versa. Donc je crois que là, il y aura une incitation permanente à la créativité. On voit comment ça s'est passé au cours des siècles derniers. C'est toujours et très souvent, presque exclusivement, grâce au commerce qu'on a eu de vraies pépinières de production culturelle. Je connais toutes les villes portuaires en Europe et je crois qu'en Afrique, c'est pareil. Donc il y a là des chances à saisir. Et encore une fois, il faut que l'éducation, la politique culturelle et puis les principes de base de toute démarche politique doivent toujours avoir comme finalité le développement duquel fait partie la culture, duquel font partie ces aspirations non matérielles. Ouais. Le 31 juillet, donc nous sommes au mois de juillet, c'est la journée internationale de la femme africaine, donc promulguée par l'Union africaine. Alors Jenny, en tant que femme africaine, quelle action concrète pouvez-vous imaginer par les femmes, donc en tant que femme, pour une Afrique forte et inclusive? Quand je parle d'action, c'est plutôt les femmes entrepreneuses, moi, elles m'inspirent énormément. Moi, je suis une entrepreneuse moi-même. Donc, par exemple, j'ai créé mon école de danse ici en Belgique. Et le but est de la développer en Afrique et dans le monde. Donc, ouvrir des filiales de l'école. Et pour ça, effectivement, il faut bien évidemment bien s'entourer. Et je pense qu'en fait, la femme africaine a besoin de boost dans l'entrepreneuriat et dans n'importe quel type d'entrepreneuriat. Ce n'est pas forcément celui qu'on pense qui va fonctionner. Donc je pense qu'on peut... Il y a des femmes dans la tech, il y a des femmes... Par exemple, là, c'est drôle, hein, c'est une petite, mais je porte une bague qui me permet de payer sans contact. Et c'est une jeune femme africaine qui a sorti ce modèle. Et donc, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de femmes africaines qui ont des idées. Et moi, si je dirais une action, c'est vraiment
encourager les programmes, tu sais, les programmes où on retrouve beaucoup de femmes entrepreneuses qui donnent des idées, qui échangent des idées et qui vont en Afrique avec leurs idées, donc les femmes de la diaspora, ou qui échangent avec des femmes qui sont sur le terrain en Afrique et qui viennent aussi s'inspirer en Europe. Parce que je pense que pour moi, les échanges culturels, c'est ça qui transforme les vies et qui change la manière de penser de tout le monde, enfin, surtout des femmes. Et parce que dans la société, en Afrique, la femme, elle est très, on va dire, réduite à faire certaines choses, comme je dirais, des choses basiques qu'une femme fait, hein, se marier, faire des enfants, s'occuper du foyer. Mais il y a aussi des femmes intelligentes, très intelligentes. Il y a des femmes qui peuvent aussi développer la beauté. Tu vois, il y a beaucoup de choses. Les femmes sont fortes, elles sont des voix. Et je pense qu'il faut vraiment, pour moi, un peu casser ce cliché sur les femmes voilà, au foyer. Nous arrivons, avant de passer la parole à M. Goerens, parce que nous arrivons à la fin de notre échange, de notre émission. C'est trop court. Oui, c'est trop court. C'est une occasion pour M. Goerens de lancer une autre invitation. Donc voilà, quel serait pour vous le mot de la fin, le message à passer? Voilà, maintenant c'est un face-à-face avec M. Goerens. L'heure est grave. Je pense quel message il faut passer à M. Goerens? Comme je l'ai dit au début, je ne serais pas là si je n'avais pas moi-même cru en moi et moi-même, je ne me serais pas battue moi-même et cru en mes idées, en mes rêves. Et par la suite, les gens ont soutenu et ont aimé ce que je faisais. Et donc, il y a eu un boost que j'ai eu toute seule, bien évidemment. Mais c'est vrai que je me suis retrouvée dans plusieurs situations où j'avais besoin d'aide, j'avais besoin qu'on croie en moi, j'avais besoin qu'on soutienne, qu'on finance. Et j'aimerais pas que demain, d'autres jeunes filles se retrouvent sans aide, sans pouvoir en fait dire ce qu'elles pensent et ce dont elles ont besoin. J'aimerais qu'on écoute pas forcément que les politiques, qu'on écoute les personnes concernées, qu'on écoute les locaux, qu'on écoute les personnes, enfin les minorités aussi, qu'on écoute les réfugiés, qu'on écoute ceux qui sont concernés par ces problématiques et qu'on trouve des solutions avec ces personnes-là. Parce que souvent, on trouve des solutions et on se dit, voilà, on va les aider et on va financer, voilà, mais on n'écoute pas, on ne sait pas comment ils ont besoin d'être aidés. Et donc, je pense que pour le mot de la fin, ce serait ça, ce serait, moi, j'ai cru en moi, mais j'aimerais qu'on commence à croire à tous ces jeunes plus tôt, tu vois. Donc, voilà. Merci. Monsieur Goerens. Moi, je crois qu'il faut des personnalités très fortes pour porter votre message, pour le vivre, pour l'incarner, pour réussir. Ça, c'est très bien. Ça, personne ne peut vous remplacer de ce point de vue. Ce que je veux dire que moi, en tant qu'acteur politique, je suis un facilitateur. Oui. Moi, je comprends ma fonction comme telle. Et je vais faire une proposition très concrète, parce qu'on nous reproche toujours d'être trop abstrait. Moi, je suis demandeur qu'on accorde des visas à entrée multiples aux artistes qui aimeraient venir partager leur savoir, leur talent, leur richesse avec nous. Donc les faire arriver, les faire revenir, le cas échéant. Et ce genre d'échanges, il faut les promouvoir. Ils en ont besoin parce que vous ne vous rendez pas compte à quel point les gens sur le net, ils s'inspirent des artistes locaux. Donc franchement, ça félicité. Merci beaucoup d'avoir participé à notre échange dans l'émission Africa Europa. Et certainement, c'était le premier round. Monsieur Matoko a dû partir parce qu'il est au Sri Lanka. Donc j'apprends que c'est une femme. Il avait rendez-vous avec la première ministre du Sri Lanka. Donc ce n'était pas le premier ministre, c'était la première ministre. Merci beaucoup, Monsieur Goerens, et à très bientôt. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci.